Dossier suivant, on change de registre. C'est Monsieur J qui a 56 ans et qui vous raconte comme antécédent un asthme allergique dans l'enfance et une dépression il y a 10 ans. L'histoire de la maladie rapporte depuis quelques semaines une dysphagie associée à des douleurs rétrosternales et à une perte de poids qu'il n'a pas chiffrée. Il a eu une endoscopie digestive haute, de façon tout à fait logique d'ailleurs, dont le compte-rendu est le suivant. Introduction facile de l'endoscope sous contrôle de la vue. L'œsophage semble dilaté. Le cardia est le siège d'une sténose infranchissable. Et l'endoscopiste conclut que l'examen est à reprogrammer avec un appareil de plus petit calibre. Question 1A, quel diagnostic évoquez-vous? Petit b, quels autres examens complémentaires peuvent être utiles? Question 2, on diagnostique finalement à Monsieur J un cancer du cardia. Petit a, quel est le type histologique de cette lésion? Petit b, quels sont les éléments du bilan d'extension? Troisième question, le bilan révèle que la tumeur est localisée au cardia et est en faveur d'un traitement curatif. Quel est-il et quelles sont les complications de la chirurgie? Quatrième question, comment évaluez-vous l'état nutritionnel de Monsieur J avant la chirurgie? Cinquième question, vous réalisez en fait que Monsieur J est atteint de dénutrition sévère. Vous souhaitez donc encadrer l'opération par une nutrition artificielle. Petit a, étant donné que Monsieur J est devenu aphagique, quelle voie d'administration privilégiez-vous? Petit b, quelles sont les principales complications? Et enfin, sixième question, à J+3 de la nutrition artificielle, votre patient a pris 2 kilos. Qu'en pensez-vous et que recherchez-vous à l'examen? Alors, première question, petit a, quel diagnostic évoquez-vous? Et petit b, quels sont les examens complémentaires qui peuvent être utiles? Donc, le diagnostic à évoquer est une achalasie primitive du sphincter inférieur de l'œsophage. Ça, c'est le premier diagnostic qu'on peut évoquer parce que l'aspect endoscopique est en faveur de ce diagnostic. Et puis, le deuxième diagnostic qu'il vaut toujours évoquer en réponse, c'est la pseudo-achalasie ou achalasie secondaire, dont la cause numéro 1, en tout cas la cause qu'on redoute le plus, est le cancer du cardia. Et puis vous avez d'autres causes d'achalasie secondaire ou de pseudo-achalasie qui sont l'envahissement du plexus mi-entérique par un cancer de voisinage, qui peut être un cancer de l'estomac ou un cancer du pancréas. Et puis vous avez des causes un petit peu plus exotiques, qui sont rares mais qui ne sont pas exceptionnelles, qui sont la trypanosomiase américaine, ou maladie de Chagas. Donc ça, c'est la trypanosome, c'est un parasite qui peut donner des symptômes très similaires à une vraie achalasie, à une achalasie primitive. Et puis vous avez, par exemple, les maladies infiltratives, comme l'amylose, maladie rare aussi, mais pas exceptionnelle, qui peuvent simuler une achalasie. Je vous rappelle que la symptomatologie complète de l'achalasie du sphincter inférieur de l'œsophage, elle associe une dysphagie, dont cette dysphagie est caractérisée comme étant paradoxale, c'est-à-dire qu'elle prédomine éventuellement pour les liquides, mais qu'elle laisse passer les solides, qu'elle est intermittente, qu'elle ne va pas en s'aggravant. Les patients peuvent rapporter des douleurs thoraciques qui sont de localisation rétrosternale. Les régurgitations et fausses routes sont souvent intégrées au tableau, et l'amaigrissement n'est pas constant, et quand il est présent, est d'importance variable. Et en général, cet amaigrissement, il alerte d'ailleurs souvent plutôt vers un cancer. Les trois principales complications de l'achalasie du sphincter inférieur de l'œsophage sont petit 1 œsophagienne, donc il y a une œsophagite sus-jacente par stase. Deuxièmement, pulmonaire, on a dit qu'il y avait des fausses routes, donc qui dit fausse route dit pneumopathie d'inhalation. Et troisièmement, c'est discuté, mais il semblerait qu'il y ait un petit surrisque de carcinome épidermoïde de l'œsophage chez les patients qui sont atteints d'une achalasie primitive du sphincter inférieur. Et d'ailleurs, ces patients relèvent d'un dépistage par une endoscopie tous les ans ou tous les 2 ans. Toujours dans l'esprit des troubles moteurs de l'œsophage et autres maladies de l'œsophage, devant des douleurs thoraciques qui vous semblent d'allure œsophagienne, il faut premièrement éliminer une douleur d'origine coronarienne, donc il faut être médulaire, douleur thoracique égale éliminer une douleur cardiaque, donc coronarienne. Et puis deuxièmement, il faut évoquer un reflux gastro-œsophagien. Je vous rappelle que le pyrosis est une douleur thoracique puisque c'est une douleur rétrosternale ascendante. Il faut éliminer un trouble moteur de l'œsophage, comme
l'achalasie du sphincter inférieur de l'œsophage. Et puis, il faut penser à quelque chose qui est rarement décrit dans vos livres, qui s'appelle le syndrome de l'œsophage irritable, qui est un petit peu un trouble fonctionnel de l'œsophage et qui peut être responsable de douleurs rétrosternales en rapport avec la localisation œsophagienne. Petit b, quels sont les autres examens complémentaires qui peuvent être utiles? Alors, premièrement, quand on pense à une achalasie du sphincter inférieur de l'œsophage, il faut demander une manométrie œsophagienne pour mesurer les pressions. Et puis, donc ça c'est le premier examen que vous devez demander. Et puis petit 2, les deux examens qu'on doit demander dans le cadre de la recherche d'une achalasie secondaire, et donc, comme je vous l'ai dit, ce qu'on redoute le plus, c'est un cancer du cardia, sont l'écho-endoscopie digestive haute et le scanner thoraco-abdominal, à la recherche donc d'arguments pour un cancer du cardia. Donc je vous rappelle que la manométrie œsophagienne, c'est un examen qui est indiqué en cas de dysphagie avec une endoscopie digestive qui est normale ou qui ne retrouve pas de lésions organiques. C'est à la recherche d'un trouble fonctionnel, c'est-à-dire un trouble moteur de l'œsophage. En cas d'achalasie du sphincter inférieur de l'œsophage, qui est le trouble moteur primitif de l'œsophage le plus fréquent et le plus classique, c'est le seul que vous puissiez avoir à mon avis, vous avez typiquement un cœur de l'œsophage qui est hypotonique au repos avec un apéristaltisme à la déglutition, c'est-à-dire une absence de péristaltisme, et ça, contrairement à une idée répandue, c'est le critère obligatoire pour poser le diagnostic d'achalasie du sphincter inférieur de l'œsophage. Et puis de façon facultative, vous avez une hypertonie de repos du sphincter inférieur de l'œsophage, qui n'est pas toujours là, notamment au début. Et par contre, en général, l'absence de relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage à la déglutition est un autre critère obligatoire pour retenir le diagnostic d'achalasie du sphincter inférieur. Je vous rappelle enfin que l'achalasie, la manométrie ne permet pas de distinguer un trouble moteur primitif d'un trouble secondaire, même si c'est un cancer du cardia. Autrement dit, un cancer du cardia peut simuler en tout point sur le plan manométrique une achalasie primitive du sphincter inférieur de l'œsophage. C'est pour ça, si on revient à la diapo précédente, que la manométrie œsophagienne ne suffit pas et que vous ne pouvez vous dispenser de l'écho-endoscopie et du scanner thoraco-abdominal à la recherche d'arguments morphologiques pour un cancer du cardia, qui est un diagnostic que vous devez toujours redouter. Donc ça, vous avez des aspects radiologiques et endoscopiques. Donc vous avez une sténose qui est régulière, qui est effilée, en queue de radie, qui est ici plutôt une sténose évocatrice de bénignité, et donc notamment une sténose qui peut être en rapport avec une achalasie, par exemple. Ça pourrait être une sténose d'une œsophagite peptique également. Là, vous avez une sténose qui est plus irrégulière et qui pourrait éventuellement être tumorale. Là, l'image est moins bonne, je la commande pas. Et puis là, vous avez une sténose qui est également, donc ça c'est une vue endoscopique, hein, évidemment. Vous avez une sténose qui est régulière, on voit pas de tumeur évidente. Donc là, le diagnostic ne peut être porté avec certitude, mais c'est plutôt évocateur de bénignité également. Je vous rappelle qu'en cas de signe d'alarme, donc qui ici sont présents, vous devez vous acharner à rechercher une cause d'achalasie secondaire et notamment un cancer. Les signes d'alarme devant quelqu'un qui a une dysphagie avec une probable achalasie du sphincter inférieur de l'œsophage, ce sont l'âge supérieur à 45 ans, une survenue récente et une aggravation rapide des symptômes. C'est évident que les gens qui vous disent « ça fait 10 ans que j'ai ces symptômes, ça ne peut pas être un cancer du cardia ». Et puis évidemment l'amaigrissement. Je vous ai dit qu'on pouvait avoir un amaigrissement dans une achalasie, mais ça n'est pas une raison pour ne pas évoquer un cancer quand il y a quelqu'un qui vous dit qu'il a maigri en rapport avec une dysphagie. Donc il faut absolument rechercher une cause d'achalasie secondaire et vous faire pratiquer, comme je vous ai dit, les deux examens morphologiques indispensables que sont le scanner et l'écho-endoscopie digestive haute. Je pense que le message est passé. Deuxième question, on diagnostique à Monsieur J un cancer du cardia. On le sentait venir. Quel est le type histologique de cette lésion et quels sont les éléments du bilan d'extension? Donc le type histologique de très très loin le plus fréquent et même pour ne pas dire majoritaire, pour ne pas dire exclusif, très largement majoritaire, c'est l'adénocarcinome du cardia. Les facteurs de risque du cancer du cardia, donc de l'adénocarcinome du cardia, c'est un passé de reflux gastro-œsophagien, une hernie hiatale qui est associée dans plus de 80% des cas, un endobrachyœsophage qui en général est sous-jacent et fait le lit de la transformation tumorale cancéreuse. Et puis vous avez d'autres facteurs de risque qui sont plus marginaux, mais qui sont souvent retrouvés, en tout cas qui sortent dans les études épidémiologiques, que sont le tabagisme actif, la consommation excessive d'alcool, le surpoids et
de façon encore plus marginale, un antécédent de radiothérapie, notamment les radiothérapies pour lymphome ou pour cancer du sein, et puis une prédisposition familiale. Vous avez des très rares syndromes génétiques de prédisposition familiale à l'adénocarcinome du cardia. C'est rare. L'Helicobacter pylori, qui est très souvent impliqué dans l'adénocarcinome de l'estomac, par le biais d'une gastrite, n'est pas un facteur de risque d'adénocarcinome du cardia. C'est important à savoir. L'extension locorégionale du cancer du cardia, elle est évaluée d'une part par l'endoscopie digestive haute, ça c'est le piège à ne pas oublier. Si vous avez à l'internat un cancer du côlon et qu'on vous demande le bilan d'extension du cancer du côlon, il faut mettre la coloscopie totale, même si vous l'avez déjà faite, parce que ça vous permet de rechercher un deuxième cancer ou un polype. Si vous avez pensé à mettre la endoscopie des voies aérodigestives supérieures, parce que ça fait partie du bilan d'extension de rechercher une deuxième tumeur. Et bien là, c'est pareil, devant un cancer du cardia, les éléments du bilan d'extension, l'endoscopie digestive toute bête initiale en fait partie, parce qu'elle permet d'évaluer la hauteur de la tumeur, est-ce que cette tumeur a l'air d'envahir la paroi en profondeur, est-ce qu'il y a une deuxième tumeur, etc. Et puis les deux examens qu'on a cités précédemment, que sont l'écho-endoscopie digestive haute et le scanner cervico, s'il vous plaît, thoraco-abdominopelvien, sont également indispensables. Tout ça, c'est pour l'extension locorégionale. Je vous rappelle que quand vous avez un cancer, le bilan d'extension, il faut toujours partager entre d'une part locorégionale, c'est-à-dire la tumeur, les ganglions, et d'autre part extension à distance, c'est-à-dire les métastases. Et l'extension à distance, en fait, elle est pratiquement déjà faite. Vous pouvez faire une radiographie du thorax et une échographie abdominale, qui sont systématiques, mais le scanner que vous avez déjà cité permet de faire un excellent bilan d'extension métastatique. Quelques remarques. Le transit opaque œsogastro-duodénal est souvent réalisé, surtout en préopératoire, parce que ça aide au chirurgien pour savoir quel geste il va faire. Ça lui permet une visualisation directe de l'anatomie tumorale et normale. Et puis, je vous rappelle que vous avez pour le cardia une classification qui est une classification anatomique, qui s'appelle la classification de Sievert, du nom du chirurgien qui l'a décrit. Et cette classification, je vous l'ai grossièrement reproduite. En gros, il faut savoir qu'il y a 3 types, 1, 2 et 3, et que le type 1, c'est plutôt un cancer du cardia qui se développe aux dépens de l'œsophage. Le type 2, c'est au niveau du cardia moyen, c'est-à-dire ni au-dessus ni au-dessous. Et le type 3, c'est une localisation gastrique prédominante. Cette classification de Sievert est surtout utile, je vous dis, pour le chirurgien, pour savoir quelle est la sanction chirurgicale en cas de cancer du cardia opérable. Ici, contrairement à tout à l'heure où c'était une sténose bénigne, vous avez à l'évidence une vue endoscopique d'une sténose tumorale de l'œsophage. Troisième question. Le bilan révèle que la tumeur est localisée au cardia et est en faveur d'un traitement curatif. Quel est ce traitement curatif et quelles sont les complications de la chirurgie? Alors le traitement, théoriquement, ça n'est pas dans l'intitulé, mais méfiez-vous des pièges à l'internat. Par différents biais, on peut vous dire que vous avez à savoir ce traitement. Donc très grossièrement, le traitement du cancer du cardia, quand il est à visée curative, il est médico-chirurgical. Il faut faire une chimiothérapie néoadjuvante. Donc néoadjuvante, c'est toujours avant la chirurgie. Ensuite, c'est la chirurgie et il faut terminer de nouveau par de la chimiothérapie, mais qui cette fois-ci va être dite adjuvante. Très rapidement, la chirurgie, sachez qu'en général, il y a 2 voies d'abord, une laparotomie et une thoracotomie. Parfois, on fait autre chose, on va le voir juste après. Le traitement le plus classique, notamment pour ce cancer du cardia, c'est l'œsogastrectomie polaire supérieure. Donc ça veut dire qu'on laisse une partie de l'estomac, ça n'est pas une œsogastrectomie totale. L'œsogastrectomie totale, en fait, elle est réservée au Sievert 3. Là, on vous disait que c'était localisé au cardia, donc c'était un Sievert 2. Donc c'était une œsogastrectomie polaire supérieure. Et puis il faut faire une anastomose œsogastrique, et cette anastomose œsogastrique, vous la faites pendant la thoracotomie, c'est une anastomose intrathoracique. Qui dit résection tumorale dit curage ganglionnaire. Donc le curage ganglionnaire, il est essentiellement médiastinal et un petit peu abdominal. Et puis, comme toujours après une chirurgie, il faut envoyer absolument toutes les pièces que vous avez prélevées au laboratoire d'anatomopathologie pour une analyse histologique complète et un bilan d'extension post-opératoire définitif. Quelques remarques, très rapidement. La thoracotomie est parfois évitée. Chez les malades dont l'état général est limite, et notamment respiratoire, des fumeurs qui supportent mal la thoracotomie, on essaye de faire une voie abdominale exclusive ou une voie abdominale éventuellement cervicale. Ça arrive. L'autre indication, c'est quand vous avez une petite tumeur qui est
N0, c'est-à-dire on ne voit pas de ganglion ni à l'écho-endoscopie ni au scanner. Et là, le curage ganglionnaire médiastinal qui va être effectué par voie abdominale va être de moindre qualité. Mais comme on considère que le malade n'a pas les ganglions envahis, on dit que ça n'est pas grave et donc des fois on sursoit la thoracotomie. Les deux types de complications qui dominent cette chirurgie, elles sont très simples à connaître. D'une part, vous avez les complications respiratoires. Vous pensez thoracotomie. Thoracotomie égale complications respiratoires. Donc vous avez les décompensations de BPCO chez les patients qui sont fumeurs, pensez-y. Et puis vous avez toutes les surinfections bronchopulmonaires qui sont dues à la thoracotomie, à l'intubation sélective, etc. Et puis, ça reste de la chirurgie digestive. Donc, la complication la plus redoutée de tout chirurgien digestif, c'est la fistule sur une anastomose digestive. Donc, quand c'est un côlon qui se fistulise, ça donne une péritonite post-opératoire. Et bien, quand c'est une anastomose œsogastrique intrathoracique, vous pouvez avoir des fistules anastomotiques qui sont responsables de médiastinite, la médiastinite étant d'encore moins bon pronostic que la péritonite post-opératoire. Il y a une série récente qui a repris plus de 1000 cancers du cardia, et il y avait 8,7% de fistules anastomotiques sur cette série, donc ça n'est pas une complication exceptionnelle, il faut la connaître. Quatrième question, comment évaluez-vous l'état nutritionnel de Monsieur J avant la chirurgie? Donc, question de nutrition. Comme d'habitude, on commence par l'interrogatoire. Donc, l'interrogatoire va rechercher des signes fonctionnels, je dis bien fonctionnels, évocateurs de dénutrition. Donc, les signes les plus classiques sont l'asthénie de milieu de journée et les difficultés d'attention et de concentration, autrement dit, le ralentissement psychomoteur. Deuxièmement, vous allez évaluer la prise alimentaire, ça s'appelle les ingestats, donc vous allez évaluer les ingestats, sans oublier de lui demander ce qu'il boit et notamment ce qu'il boit comme alcool. L'alcool étant lui-même pourvoyeur de calories, mais pouvant en cas de consommation excessive être à l'origine d'une dénutrition. Après l'interrogatoire, vous avez l'examen clinique, donc l'examen clinique c'est un mot-clé. Et puis évidemment, vous ne pouvez pas faire l'épargne de l'indice de masse corporelle, tout le monde sait ça, même les gens qui ne sont pas médecins. Et donc, l'indice de masse corporelle, c'est poids sur taille au carré, ça s'appelle le BMI. Et ça vous donne une évaluation excellente et extrêmement simple de l'état nutritionnel du patient. Ensuite, il faut inspecter son tégument et ses muqueuses. Il faut apprécier la masse musculaire. Ça, c'est clinique et ça peut être aidé par une mesure dite anthropométrique, qui est une mesure des périmètres musculaires. Vous avez des standards, vous comparez ces standards à ceux du patient et vous évaluez son état nutritionnel. Vous avez la masse musculaire qui est autrement appelée la masse maigre, mais vous avez aussi la masse grasse. Et en général, même les obèses ont peu de masse grasse, donc sont d'une certaine façon dénutris. Donc il faut apprécier la masse grasse avec l'évaluation du tissu sous-cutané et encore possiblement une mesure anthropométrique qui est au mieux évaluée par le pli cutané. Ça aussi, vous avez des standards. Et puis ensuite, vous avez quelque chose de fondamental auquel les gens ne vont en général pas penser, donc j'attire particulièrement votre attention sur ce point, c'est qu'il faut toujours rechercher des œdèmes. Alors là, je ne sais pas si lui, il en a, mais en tout cas, chez les gens qui sont très dénutris, il y a une étape clé, il y a un tournant évolutif dans la dénutrition, c'est quand ils commencent à avoir des œdèmes. Parce qu'ils ont des œdèmes parce qu'ils ont une hypoalbuminémie, et ils ont une hypoalbuminémie parce qu'ils ont une dénutrition qui passe de dénutrition type énergétique globale à dénutrition protéique. Et cette dénutrition protéique est celle qui est la plus morbide, qui est vraiment celle qui allonge la durée d'hospitalisation, qui allonge les taux de mortalité, etc. Et donc, c'est celle-là qui est dangereuse. Donc, vous devez absolument chercher des œdèmes, parce que des œdèmes cliniques témoignent en général d'une hypoalbuminémie, qui donc est de mauvais pronostic. Sur le plan biologique, donc c'était une question importante, vous voyez, 30 points. Sur le plan biologique, donc il faut demander l'albumine, et il faut demander la transthyrétine, qu'on appelait avant préalbumine. Ce sont deux marqueurs nutritionnels hyper standards que je vous conseille d'apprendre et je vous conseille même de vous limiter à ces marqueurs. La bonne et simple raison pour lesquelles vous devez les connaître tous les deux, c'est qu'ils n'ont pas la même demi-vie. L'albumine a une demi-vie de 20 jours et la préalbumine ou trine a une demi-vie de 2 jours. Donc ce sont des marqueurs qui vont vous permettre à des degrés différents d'évaluer l'efficacité de votre renutrition, qu'elle soit artificielle, orale, encouragée, quelle qu'elle soit. L'albumine, vous la demandez pas tous les jours, ça sert à rien, ça va pas augmenter tous les jours. La préalbumine, vous pouvez la demander plus souvent. Et puis l'albumine, vous en demandez par exemple une toutes les 2 semaines parce que la demi-vie vous permettra d'apprécier l'efficacité de votre traitement. Et puis ensuite, dans un bilan de dénutrition, il faut demander des examens un petit peu standards comme le sodium,
Le magnésium, les patients peuvent être carencés en magnésium, notamment les patients qui ont des maladies digestives. Il faut demander une fonction rénale et puis faire un bilan hépatique complet. Vous savez que vous avez des maladies hépatiques qui sont en rapport avec les dénutritions, notamment la stéatose. Et puis, pour éliminer un faux positif d'hypoalbuminémie, il faut éliminer un syndrome inflammatoire et demander une NUM et surtout une CRP. Alors là, on arrive dans les examens que je n'ai pas cotés volontairement parce que ce sont des examens qui sont rarement demandés. Néanmoins, ils font partie de tous les livres de nutrition. Ils sont dans toutes les questions de nutrition à l'internat. Donc, vous devez au moins en avoir entendu parler une fois. Vous avez l'intervention biométrique qui est très rarement réalisée en pratique courante, mais qui est extrêmement efficace. Donc ça, c'est quelque chose que, à mon avis, vous ne verrez jamais, sauf si vous faites de la nutrition, mais qui, dans les services de nutrition très spécialisés, est un outil utile. Et puis vous avez les index multivariés, donc vous en avez deux, vous avez le Busby et vous avez le Deadsky. Si vous avez à les retenir, c'est bien, sinon je pense que ça n'est pas très grave. Retenez au moins que vous avez des index multivariés qui, à partir de multiples variables et de multiples paramètres, permettent une évaluation très précise de l'état nutritionnel de vos patients. Cinquième question, vous réalisez que Monsieur J est atteint de dénutrition sévère, donc vous souhaitez encadrer l'opération, donc encadrer c'est avant et après, par une nutrition artificielle. Donc sachant qu'il est devenu aphagique, quelle est la voie d'administration à prévoir et quelles sont les principales complications de cette nutrition artificielle et de sa voie d'administration. Donc là, on vous disait qu'il était aphagique, donc vous ne pouvez pas envisager la mise en place d'une sonde nasogastrique et vous ne pouvez pas non plus envisager la pose d'une gastrostomie par voie percutanée, puisque si les aliments ne passent pas, a fortiori l'endoscope ne passera pas. Donc la gastrostomie par voie endoscopique est a priori exclue. Donc, un bon moyen de le nourrir, c'est la nutrition parentérale. Et comme la durée prévisible est supérieure à quelques jours et que la nutrition parentérale est très pourvoyeuse de phlébites superficielles, il faut préférer une voie centrale. En l'occurrence, le patient a eu de la chimiothérapie, donc il a eu un PAC, et vous pouvez perfuser sur ce PAC une nutrition parentérale qui va lui apporter 2000 kcal par jour, ce qui, vu son état nutritionnel, est probablement hyper énergétique. Quelles sont les complications liées à cette nutrition parentérale? Alors vous avez deux types de complications quand vous effectuez une nutrition parentérale. Vous avez d'une part les complications techniques, qui sont les complications liées à la pose du PAC, donc, ou à son utilisation. Donc les complications mécaniques d'abord, liées à lui-même. Donc je vous rappelle, hyper banalement, les hématomes, le pneumothorax, donc qui est surtout fréquent après donc là c'était un porte-à-4, mais si c'est un cathéter central, le pneumothorax c'est une complication classique des cathéters sous clavier, beaucoup plus rarement que des cathéters jugulaires internes. Vous avez évidemment ce qui est exceptionnel et la migration de cathéter qui est également très rare. Et puis vous avez la complication infectieuse, donc que ce soit un cathéter central ou que ce soit un porte-à-4, la complication, c'est la complication qu'on redoute toujours. Dès que le malade est fébrile, il faut faire des hémox sur le cathéter central ou sur le PAC. C'est vraiment la hantise de tout cancérologue ou toute personne qui travaille avec des patients qui ont des cathéters centrales, notamment les réanimateurs. Puis vous avez des complications qui sont plus rares. L'occlusion de cathéter central, c'est rare. La thrombose de PAC, c'est rare également. Et puis la thrombose carrément de toute la veine. Ce sont des complications qui sont rares. Il faut vraiment retenir, je crois, 1, les complications mécaniques, ça c'est hyper fréquent, et 2, les complications infectieuses, parce que dans ce dossier, il n'y a pas de question, mais on pourrait imaginer une dernière question. Votre malade est fébrile, qu'est-ce que vous faites, à quoi vous pensez, etc. Et puis le deuxième type de complications, après les complications techniques, ce sont les complications métaboliques liées à la nutrition parentérale, qui n'est pas une nutrition physiologique. Donc vous avez les complications hépatobiliaires que sont la stéatose et la lithiase biliaire. Donc la stéatose, on a vu que ça pouvait survenir au cours des dénutritions, mais également au cours des renutritions. Les patients font du foie gras, ils stockent mal les aliments que vous leur apportez. C'est pas de leur faute, c'est comme ça, il faut quand même continuer à les nourrir, mais c'est une complication. Et puis vous avez une deuxième complication des nutritions parentérales prolongées qui est la lithiase biliaire. Ensuite, vous avez des complications osseuses avec des ostéopénies, voire des ostéomalacies ou des ostéoporoses. Et puis vous avez des dyslipidémies, toujours en rapport avec le foie gras. Vous pouvez avoir un excès de graisse dans le sang. Enfin, dernière question, à J+3 de la nutrition artificielle, le patient a pris 2 kilos. Est-ce que vous pensez que c'est normal et est-ce que vous recherchez quelque chose de particulier à l'examen clinique? Alors globalement, la prise de poids ne doit pas excéder 500 grammes par jour. C'est même en général en dessous. Au-delà,
ça n'est pas normal et ça traduit en général une rétention hydrosodée. Et donc, cliniquement, il faut tout simplement rechercher des œdèmes des membres inférieurs ou des œdèmes des clives. Ça peut être des œdèmes des lombes chez un patient qui est dans des décubitus prolongés. C'est un grand classique à connaître. Fin du dossier. Donc, on a abordé la question sur les besoins nutritionnels et sur la dénutrition. On a abordé les tumeurs de l'œsophage. Donc ici, c'était un adénocarcinome parce que c'est un petit peu le cancer de l'œsophage qui est à la mode, mais je vous rappelle que le carcinome épidermoïde de l'œsophage est encore plus fréquent. C'est le carcinome de l'alcoolotabagique, mais comme c'est déjà tombé dans plein de dossiers, je voulais changer un petit peu, faire un adénocarcinome. Et puis en plus, c'est plus à la mode, donc à mon avis, si vous avez un cancer de l'œsophage, il y a de grandes chances que ce soit un adénocarcinome du cardia. Et puis dernièrement, on a abordé la dysphagie. Je vous rappelle que devant toute dysphagie, il faut faire une endoscopie, ça c'était le tout début du dossier. Si vous avez une lésion organique, vous la biopsiez, vous avez un diagnostic. Si vous n'avez rien, l'étape d'après est de rechercher un trouble moteur de l'œsophage, et donc de faire la manométrie œsophagienne dont on a parlé au cours de la